regard des autres ne devrait jamais être un handicap à l'évolution professionnelle. On peut tous agir contre la discrimination au travail. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, on a fait une bonne pause de déjeuner, tout va bien, donc nous sommes toujours sur la chaîne Cap Emploi en direct, je suis Guillaume et je suis ravi de vous retrouver pour cette 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et les Cap Emploi, donc avec Keops, le réseau des Cap Emploi, vous propose donc de suivre ces mini-émissions sur notre chaîne Twitch toute la semaine et aujourd'hui on a parlé de pas mal de choses et on va parler de maintien aujourd'hui et d'ailleurs sachez que ces programmes qui sont diffusés toute cette semaine du lundi 20 au vendredi 22 novembre, qui sont là afin de se faire rencontrer justement entreprises, politiques, associations et bien entendu demandeurs d'emploi et salariés en situation de handicap. Et ben on est là tous pour parler cet après-midi donc du maintien en emploi avec le chargé de mission Quentin Dexpert. Bonjour Quentin. Bonjour. Voilà, enchanté j'ai envie de dire, mais non on se connaît déjà. Oui, c'est quelques temps déjà. Et monsieur Damien Patenay, représentant d'Écoute et Voir, bonjour. Bonjour Guillaume. Voilà, ravi d'être ici. Resserrez-vous un peu, oui, effectivement, à la caméra, voilà, ils ont déplacé les chaises pendant que j'avais le dos tourné. Et voilà, merci à Oggy pour justement sa sagacité. Donc à 15h, nous recevrons Amilita, une ancienne personne suivie par Cap Emploi 57, qui nous racontera son parcours et nous présentera sa propre chaîne Twitch. En attendant, rappelons que ces émissions sont réalisées avec une intelligence artificielle pour réaliser les sous-titres, mais que lors du replay, je réaliserai moi-même les sous-titres à venir. Alors, quand ça sera sur YouTube, ça prendra peut-être un petit peu de temps pour que je fasse les sous-titres. Ils arriveront dans un second temps, mais en tout cas, je les ferai personnellement. Et sachez que Johanna, chargée de mission au Cap Emploi, donc axe maintien, est dans le chat et pourra répondre à toutes vos questions par écrit. Donc bonjour Johanna. Alors il y a Captain Garen qui nous dit il reste du champagne. Ça c'est une private joke par rapport à ce matin. Donc bonjour capitaine. Bonjour Ambre qui nous dit coucou tout le monde. Et bonjour Sabden qui était déjà là aussi ce matin. Donc bonjour à tous. Et je vois donc Johanna qui est aussi dans le chat et qui pourra donc répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'emploi et le handicap à poser vos questions et notamment surtout sur le maintien en emploi. Et d'ailleurs justement Quentin, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le maintien en emploi ? Alors justement, est-ce qu'on parle de maintien dans l'emploi ou est-ce qu'on parle de maintien en emploi ? Alors moi, sur ma fiche, c'est marqué maintien en emploi. Ok, oui, non, parce que maintenant effectivement, on commence un peu à distinguer les deux. Alors, bon, précision, le maintien dans l'emploi, c'est un peu toutes les actions qui peuvent servir à aider le salarié à être maintenu sur son poste. Voilà, le maintien en emploi, du coup, ça serait rajouter tout ce qui est reclassement, reclassement dans l'entreprise. Donc concrètement, voilà. Le distinguo, c'est maintien dans l'emploi, c'est-à-dire dans l'emploi que la personne occupe déjà. Et le maintien en emploi, le maintenir au fait, fait qu'il travaille, peu importe où il travaille en fait. C'est ça, D'accord. exactement. Et bon, précisons, voilà, parce que nous chez Cap Emploi, on est distingué donc du coup entre axe 1, axe 2. L'axe 1 s'adresse plutôt aux demandeurs d'emploi. L'axe 2, donc c'est vraiment celui qui s'occupe de maintien dans l'emploi et de maintien en emploi. Et voilà, sur l'axe 2, précisément, on est 9 chargés de mission en Moselle qui nous répartissons le secteur géographique. On vend l'entreprise, on fait le diagnostic de la situation, ensuite on met l'entreprise en relation avec des fournisseurs qu'on va présenter tout à l'heure. On fait le suivi de la situation et finalement on va assurer le suivi on ne clôt le dossier que lorsque le poste est aménagé. Donc vraiment, on va vraiment suivre. C'est garanti que la personne conserve son emploi. Alors en fait, par exemple, c'est donc une personne qui peut avoir un accident de vie professionnelle ou de sa vie tout court qui fait qu'il devient en situation de handicap. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un handicap, mais dont l'handicap peut s'aggraver au cours de la vie professionnelle. Et donc, c'est à ce moment-là que vous intervenez pour que la personne garde son emploi. Et avant toutes les étapes que tu as énumérées, il faut signaler
justement ces besoins-là. Donc, je sais que sur les sites de Cap Emploi, il y a un formulaire à remplir où n'importe qui peut du coup faire cette demande-là pour que les gens, vous soyez au courant en fait Oui. de la situation en fait. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, exactement. Oui, contrairement à l'axe 1 où tout est automatique, vraiment l'axe 2, tout salarié ayant des problématiques de santé peut en fait nous contacter directement. Alors effectivement, on a plus des partenaires institutionnels, des entreprises, on a la médecine du travail qui nous signale bien plus souvent ces situations, mais en vrai, tout le monde peut se signaler à nous. Alors j'ai des fois des exemples hein, que je donne aux Oui, vas-y, hein. entreprises en disant que une fois ça m'est arrivé, c'est le cousin de la personne qui m'a dit: «Ah bah, mon cousin a des problématiques, je sais que vous pouvez intervenir, donc voilà, vous pouvez le contacter». Donc c'est vraiment pour dire que voilà le signalement vraiment, n'importe qui, peut le faire. Après c'est nous qui allons nous Ça, charger de reboucler avec tout le monde. la personne concernée peut le faire, mais aussi, par exemple, l'employeur ou le médecin du travail. Oui, 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 bien sûr, bien C'est sûr. Voilà. vraiment, Ah non, c'est un exemple, mmh c'est un exemple type pour dire que vraiment, voilà, le signalement peut venir de tout le monde, mais vraiment, on va dire qu'à peu près 80 de nos signalements nous viennent de la médecine du travail. ouais, Le reste, on va dire que c'est également partagé entre les entreprises qui nous connaissent déjà, les salariés qui ont déjà bénéficié de nos services par le passé et aussi le pôle social de l'assurance maladie, voilà, pour d'accord. citer, ces 4 grands acteurs. Ouais, donc par exemple, la personne, elles peuvent à la fois, vous contacter directement par téléphone, par mail ou par, le cousin, Oui, bien par sûr. exemple. Mais bien sûr, effectivement, j'imagine que vous préférez peut-être, le formulaire sur le site internet parce que c'est c'est quand même un moyen très direct et complet. Donc, ouais, je le rappelle, vous avez une rubrique dans tous les sites internet de tous les Cap Emploi de France, donc une rubrique, de formulaire, pour, déposer justement cette demande de maintien en emploi. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, que Cap Emploi, enfin toi et Cap Emploi donc travaillent avec, pas mal de fournisseurs. Et est-ce que tu peux nous présenter Ergo Conseil, qui est d'ailleurs donc un fournisseur qui travaille, qui fête tout simplement tout juste ses 25 ans, si je ne me trompe pas, et comment fonctionne un partenariat avec ce genre d'entreprise? Oui, oui, bien sûr, je peux le dire. Alors, Ergo Conseil fait partie des fournisseurs, avec lesquels on aime collaborer justement parce qu'ils nous facilitent drôlement la vie, hein, nos interventions seraient beaucoup plus compliquées, sans ce type de fournisseur. Alors, pour vous dire effectivement, Ergo Conseil, comment ça fonctionne, ça fait peut-être vraiment 2-3 ans qu'ils se sont positionnés aussi sur le champ du maintien dans l'emploi et qui font les aménagements de poste. Alors je parle aussi avec le contrôle, parce que je pense qu'il y a des personnes sur le chat qui Ah oui, je vois Charlène d'Ergo Conseil qui nous dit bonjour, voilà et voilà tout comme, Tim Pinch, bonjour, bonjour tout le monde. voilà, et qui n'hésite pas effectivement à contrôler un peu ce que je dis, il y a absolument pas de souci. Donc je crois que ça fait à peu près 2-3 ans effectivement qu'ils ont créé, justement parce qu'avant c'était Bureau Conseil, ils ont créé leur branche Ergo Conseil, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est aménagement de poste et puis maintenant du coup effectivement on peut compter sur un réseau de techniciens commerciaux, qui peuvent avec leur matériel se déplacer sur le poste de travail. Et vraiment, voilà, donc c'est quelque part, en fait, faire vraiment tout le suivi matériel de la situation. C'est-à-dire, ils mettent en place le matériel qu'on a préconisé, mais ils font des essais. Ils sont capables de nous faire un retour si justement Et ce ils qu'on vont a l'expliquer dans la préconisé. vidéo justement. Ok. Et Oggy, si tu peux mettre la vidéo, méfie-toi juste, peut-être je les ai pas mises dans l'ordre et il suffit de mettre la vidéo Ergo Conseil pour pas nous mettre en mal avec Charlène. Qui Charlène travaille à Ergo Conseil, que vous verrez d'ailleurs justement dans la vidéo, qui est très gentiment accueillie avec ma caméra justement, où donc elle explique un peu tout ce que tu dis, mais là c'est illustré en images. Je suis Charlène Jouillereau, je travaille pour Bureau Conseil. On est une société spécialisée en aménagement mobilier. On s'est aperçu ces derniers temps que la santé au travail était un sujet central pour le milieu professionnel. On a donc décidé de créer Ergo Conseil, qui nous permet d'accompagner aujourd'hui les dirigeants, les salariés des entreprises pour adapter le mobilier aux personnes qui ont la nécessité de postes aménagés avec des produits typés bureaux, fauteuils, accessoires pour améliorer les conditions d'aménagement de poste. Nous proposons plusieurs gammes de fauteuils de bureau. Il va y avoir des fauteuils plutôt typés préventifs avec déjà des réglages qu'on va pouvoir adapter, mais aussi des gammes de fauteuils adaptés que l'on va faire sur mesure selon les pathologies et les morphologies des personnes, et des sièges, des assises spécifiques
tels que des assis-genoux ou des sièges qui vont reprendre l'effet du ballon. Aujourd'hui, je vais vous présenter un fauteuil adapté que l'on met régulièrement en essai. Donc, il s'agit d'un modèle qui s'appelle Périnéos, qui est équipé d'une trame céramique dans la totalité du fauteuil qui va récupérer la chaleur de votre corps pour vous maintenir une température bonne pour éviter les douleurs articulaires, musculaires. Une partie évidée est au niveau de l'assise pour éviter les points de compression douloureux. C'est un fauteuil qu'on va pouvoir faire sur mesure, malgré déjà tous les mécanismes de réglage qu'il propose. On va pouvoir l'adapter en fonction de la morphologie et des pathologies des personnes pour vraiment répondre aux besoins spécifiques de chaque salarié. Bonjour, je m'appelle Alexis. Je travaille également pour la société Bureau Conseil. Comme vous a dit ma collègue Charlène juste avant, on a créé Ergo Conseil qui travaille en relation avec Cap Emploi. Cap Emploi, comment ça fonctionne? C'est très simple. À partir du moment où eux interviennent dans les entreprises et font leurs préconisations, ils nous transmettent cette préconisation et nous intervenons avec nos véhicules auprès du salarié en fonction de cette préconisation pour pouvoir apporter le matériel nécessaire. Par exemple, ici on peut retrouver un aménagement de poste complet, un bureau réglable en hauteur, donc comme ceci, réglage digital avec mémoire de position. Vous pouvez apercevoir en position debout un support avant-bras, un support document pour pouvoir placer vos documents, un clavier compact avec pavé numérique, une souris verticale et notre support PC avec leur bras d'écran. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt dans nos locaux. Et nous revoici, donc merci Ergo Conseil. Donc je vois qu'il y a Charlène et aussi une autre personne, je vois dans le chat, c'était qui? Sophie, voilà, d'Ergo Conseil. Donc merci à vous d'être là. Donc si vous avez des questions à poser par rapport à ça, elles sont là. Donc ouais, Quentin, tu voulais compléter un petit peu la vidéo? Oui, bah, enfin, surtout pour préciser un peu le champ de nos interventions, hein. Alors, pour dire, le maintien dans l'emploi, il n'y a pas que nous qui faisons, hein. Il y a aussi la médecine du travail, il y a aussi le pôle social Je suis là. le pôle social de la sécurité sociale, notamment. Mais pour vous dire, voilà, nous on intervient, on va dire, sur le champ du handicap et justement, on apporte une expertise sur le handicap en général. Pour aussi préciser, on serait aussi pas grand-chose justement sans l'apport des prestataires spécialisés sur le handicap. Donc notamment, si vous voulez, il y a plein de champs différents sur lesquels on peut faire intervenir d'autres prestataires qui, eux, vraiment sont pointus sur ces sujets. Il y a ceux qui s'occupent de tout ce qui est problèmes moteurs, ceux qui s'occupent de problèmes auditifs, ceux qui s'occupent de problématiques psychiques et d'autres cognitifs, mais surtout, et puis ça fera une bonne transition, nous avons un prestataire qui est spécialisé sur le volet visuel. Voilà, ouais, notamment sur la basse vision, si j'ai bien compris. Alors Damien, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Écoutez voir, est-ce que vous y faites? Alors, écoutez voir, ça fait partie des magasins de la Mutualité française qui sont les magasins d'optique. Moi, j'appartiens à la Mutualité française, mais dans le service Écoutez voir Accès, qui en fait est le service à domicile. Le service à domicile, il est spécialisé sous plusieurs thèmes, dont la basse vision, dont on est là pour parler aujourd'hui, hein. Par contre, on fait également des lunettes à domicile pour les personnes qui sont en situation de handicap. Également, on va apporter des aides auditives. Alors, pas des appareils auditifs, mais ça peut être par exemple des casques auditifs ou rediriger vers nos centres d'audioprothèse quand on a quelqu'un qui n'a pas d'audioprothésiste attitré, puisque évidemment le référencement est interdit. Et puis voilà, on va travailler beaucoup sur la prévention également dans les entreprises et également chez les particuliers. Donc aujourd'hui, le service accès, c'est 80% de basse vision, où on va intervenir aussi bien sur le domicile pour les particuliers qu'en entreprise, où on travaille en collaboration, par exemple avec Cap Emploi, beaucoup avec Cap Emploi, que ce soit dans le 88, le 57, le 54 et un petit peu dans le 55, où on va développer tout doucement. Mais du coup, vous êtes présent, enfin la structure Écoutez voir est présente dans toute la France? La structure Écoutez voir est présente dans toute la France et on est divisé dans plusieurs unions. Nous, on est l'union territoriale mutualiste Lorrain, donc on appelle l'UTML, qui est située à Nancy. D'accord, très bien. Et justement, alors comment ça se passe la relation avec Cap Emploi? Est-ce que Quentin, ça se passe bien avec lui, par exemple?
Alors, Quentin, on s'est déjà rencontrés, on n'a encore pas fait énormément de cas ensemble, mais en tout cas, le relationnel est très très bon. Je travaille avec beaucoup d'autres chargés de mission, Cap Emploi, et ça se passe toujours très très bien. On a un super relationnel parce que on aboutit toujours à des très bons résultats. Et ça, c'est ce qui fait tout. En fait, c'est une collaboration. C'est pas uniquement moi qui vais faire mon expertise et mon installation. C'est un chargé de mission qui est là derrière aussi, qui est là pour répondre aux besoins, qui fait le lien avec l'employeur, qui fait le lien avec le médecin du travail, qui nous met tous en collaboration quand il faut, qui organise les restitutions. Donc c'est un tout en fait. Et Cap Emploi aujourd'hui, je le définis toujours comme ça quand je fais mes expertises et qu'on me demande comment ça va se passer après. Pour moi, c'est le centre de l'étoile. C'est eux D'accord. qui vont redistribuer vers tous les protagonistes autour. Oui, qui organise, qui architecture un peu la Exactement. situation. Donc, par exemple, alors comment ça se passe concrètement? On vous envoie un mail, un dossier pour dire voilà, j'ai telle situation. Alors, comment ça se passe? Par exemple, l'axe 2, enfin, le maintien de Cap Emploi prend connaissance de la situation, rencontre la personne, fait un petit état des lieux, peut-être en se déplaçant jusqu'au lieu de travail. Ensuite, fait un petit rapport et va voir des fournisseurs comme par exemple Écoutez Voir et leur dire qu'est-ce que vous pouvez nous proposer par rapport à cette problématique? C'est comme ça que ça se passe? Oui, oui. Alors, un peu pour continuer sur mon analogie tout à l'heure, voilà, Cap Emploi, c'est un peu comme la médecine générale et la médecine spécialiste. Donc, effectivement, on a une expertise qu'on apprend sur le terrain. Il y a même des problématiques visuelles, hein, mais qui restent relativement simples, qu'on réussit à gérer sur le terrain avec des équipements standards. Voilà, assez vite, quand on se retrouve devant une problématique qu'on n'arrive pas à traiter, qui est vraiment très complexe, donc effectivement, on va se retourner vers des prestataires spécialisés comme Écoutez Voir. Alors bon, en fait, ce qui veut dire quand même qu'on fait déjà un premier diagnostic de la situation, surtout parce que des fois, il y a plusieurs handicaps, donc des fois, on en résout certains, et puis là, on dit, ok, le prestataire qui va venir, il va intervenir dans tel cadre, sur tel type de poste, il va, quelque part, on va lui dégrossir les choses pour que quand il arrive, il puisse vraiment utiliser totalement son expertise. Et on se sert pour ça de ce qu'on appelait avant les prestations d'appui spécifiques, mais qu'on appelle maintenant plus bêtement les appuis spécifiques, qui sont entièrement financés par la GFIP et que justement qu'on peut utiliser afin que ces prestataires puissent effectuer le suivi jusqu'au bout. Et justement, du coup, on fera une émission avec la GFIP et les financements de la GFIP demain, avec une représentante de la GFIP. Ça sera demain matin ou demain après-midi, je ne sais plus, regarder le programme. Ouais, j'avais une petite question par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, on a déjà fait une émission sur le maintien l'année dernière. On avait fait un reportage sur une intervention que vous aviez faite à la CPAM de Moselle, qui était très intéressante. Donc, une personne qui avait des problèmes de vue. Donc, on avait déjà vu un petit peu ce fonctionnement entre vous tous. Et moi, du coup, je voulais peut-être un peu plus parler de la problématique même de la basse vision, parce que, en fait, pour dire la vérité aux gens qui nous regardent, l'année dernière, je voulais que vous veniez déjà parce que j'avais trouvé que la conversation était super intéressante et vous n'aviez pas pu venir. Donc, du coup, je suis très content que vous soyez là cette année. Donc, merci encore. Et du coup, je voulais vraiment parler de basse vision parce que un des handicaps sur lequel vous travaillez le plus, c'est celui-ci et il est assez méconnu finalement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelles peuvent en être les causes? Alors oui, déjà, pour la première partie de la question, oui, c'est méconnu, d'accord. Et qu'est-ce que la basse vision? En fait, on considère quelqu'un en cas de basse vision lorsqu'il a une acuité visuelle inférieure à 3/10. Je vais détailler ce qu'est l'acuité Ouais, visuelle, merci. évidemment. Je vais essayer de ne pas utiliser trop de termes techniques non plus, mais lorsqu'une acuité visuelle est inférieure à 3/10 corrigée, c'est-à-dire avec des lunettes ou des lentilles ou un système optique nécessaire à la vision, ou avec un champ de vision qui est réduit. D'accord, je détaille pas plus que ça, Bien sûr. mais en tout cas, l'idée c'est de se dire je suis en cas de basse vision lorsque j'ai des difficultés à voir avec mes lunettes, c'est-à-dire que je n'ai pas une vision suffisante dans la vie de tous les jours. J'ai des difficultés, voilà, à lire, à écrire, à voir de loin, de près, dans toutes ces situations-là. La plupart du temps, alors ça c'est la définition stricto sensus de la basse vision. D'accord. Sauf que la basse vision, pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Vous avez quelqu'un qui voit très bien d'un œil, mais qui ne voit pas de l'autre, d'accord, ce qu'on appelle une monophtalmie. À ce moment-là, il faut le prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'on a aussi l'idée de prévention qui va rentrer en jeu. Et d'ailleurs, les chargés de mission de Cap Emploi m'appellent pour des cas également comme ça. On ne parle pas de basse vision dans ce cas-là. Pourtant, il faut prendre soin de l'employé et il faut prendre soin de son œil valide. Et en fait, l'idée, elle est d'intervenir pour le soulager, parce qu'il y a certaines tâches quand même qui deviennent très très fatigantes, ce qu'on appelle de l'asthénopie. Dans l'asthénopie, c'est la fatigue visuelle. Voilà.
C'est pas genre des tâches qu'on verrait dans le champ de vision, c'est Alors, autre chose, ça. ça fait partie des pathologies qu'on peut avoir, qui peuvent être des corps flottants, qui peuvent être d'autres pathologies. C'est pareil, je ne vais pas les détailler, parce que je Oui, vous en oui. citerai des dizaines. L'idée, en fait, c'est lorsqu'il y a une pathologie, quelle que soit la pathologie, je puisse identifier la pathologie, enfin qu'elle soit déjà identifiée par un ophtalmologiste, hein, évidemment, mais qu'une fois me la donne, qu'on me récite ce qu'il y a à savoir sur la pathologie, je puisse identifier le matériel qui est en lien avec cette pathologie et le régler en fonction de ça. C'est ça, en fait, qui va me permettre, moi, de pouvoir faire une adaptation la plus juste possible derrière. Alors, pour donner quand même la définition d'acuité visuelle, et j'ai pas oublié, ce qu'on Merci. appelle acuité visuelle, tout le monde a déjà entendu parler du j'ai 10 dixièmes d'acuité visuelle, hein, on connaît tous ça. Ça veut pas, ça veut dire quelque chose, mais c'est juste un repère en fait pour nous. Quand on va faire un examen de vue, une réfraction, enfin voilà, ou quand on va faire un contrôle visuel tout simplement, et c'est la capacité de l'œil à distinguer deux points distincts à une distance donnée. C'est ça la définition de l'acuité visuelle. Donc en gros, quand vous allez voir votre ophtalmologiste, qu'on vous met des lettres devant Mhm. vous, si vous êtes capable de dire je vois un A parce que c'est un A, votre œil a été capable de discerner la différence entre les deux pattes du A et la barre du milieu. D'accord, ouais. Voilà, et à ce moment-là, on va valider une acuité visuelle en fonction de la taille de la lettre. Voilà, c'est ça en fait le repère de l'acuité visuelle. Donc quelqu'un qui n'arrivera pas à lire le A à une telle taille, à une telle distance, et ben en fait on va évoluer dans l'acuité visuelle, on va être capable de dire à combien il est. Voilà. Donc c'est une notion de données, mais un œil 10 dixièmes, ça veut dire qu'on voit bien, mais on peut avoir 12 dixièmes, 14 dixièmes, voilà. Au Oui, niveau ça, des... j'ai déjà entendu Voilà. et je comprenais pas comment c'était possible. En fait, c'est juste une échelle. Oui, je Voilà. comprends mieux. Ouais, Voilà. non, mais merci, c'est plus clair. Et je vois, il y a Captain Garen sur le chat qui nous dit: Je connais ça, moi. Oui, je pense qu'il pourrait nous en parler, puisque vendredi matin à 11h, justement, je le reçois. C'est donc une personne en situation de handicap, justement, qui est malvoyant, qui va nous expliquer son rapport à Internet et à son handicap et comment il travaille justement avec sûrement des moyens, des aménagements dont vous allez nous parler tout de suite. Et justement, alors, quels sont les symptômes les plus classiques de la basse vision? Comment on peut se dire, peut-être c'est ça que j'ai, et peut-être qu'il faudrait que justement j'aille voir Cap Emploi, mon médecin, etc. Alors, généralement, en fait, déjà, il y a plein de symptômes différents. Il y a vraiment beaucoup de symptômes différents que je pourrais pas vous détailler comme ça. Par contre, généralement, les gens le savent. D'origine, les gens le savent. Si vous n'avez pas les deux yeux qui fonctionnent correctement, que vous n'avez pas une bonne acuité de loin, une bonne acuité de près, vous avez déjà été voir votre ophtalmologiste et s'il y a une pathologie, elle est déjà identifiée. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux vous répondre sur la question quand est-ce que je vais voir Cap Emploi. C'est dès l'instant où une pathologie oculaire a été identifiée par le professionnel de santé. À ce moment-là, il est important d'aller voir Cap Emploi pour pouvoir leur dire est-ce qu'il existe quelque chose pour moi pour me faciliter la vie. Pourquoi? Parce que il m'est déjà arrivé d'intervenir tard sur des situations où j'ai des personnes qui me disaient bah oui, moi je vois pas bien de près, j'arrive pas à lire, hein, alors je me débrouille. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon téléphone portable, je vais prendre une photo, je vais grossir sur mon téléphone. Mhm. Sauf qu'en fait, il y a des dizaines d'appareils qui sont possibles et qui vont être adaptés au Et qui sont travail mieux que le téléphone, quoi. et à la pathologie. Alors oui, c'est un moyen palliatif comme un autre, hein, d'utiliser son téléphone, sauf qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui existent qu'on pourra détailler si vous le souhaitez Oui, par la suite. bien sûr. Bah, justement, il y a Captain Garen qui dit qu'il a 1/20 à chaque œil de loin et qui pense donc correspondre à la définition de la basse vision. Alors, je vous confirme, puisque on a dit tout à l'heure qu'en dessous de 3 dixièmes, on était en cas de basse vision, donc 1/20, c'est 2 fois moindre que 1 dixième, donc on en répond effectivement entièrement à la définition de basse vision. Donc, bienvenue parmi nous. Et si vous avez des questions, ben, évidemment, on est là pour y répondre. Voilà, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez faire partie des préconisations auprès de Cap Emploi. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que comme chaque personne est différente, chaque cas est différent, toute expérience est toujours bonne à prendre pour toujours améliorer, parce que rien n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux. Et du coup, est-ce qu'il y a, comment dire, dans la population, plus de gens touchés que par la basse vision que d'autres? Ou par rapport à des métiers peut-être? Alors, on pourrait répondre d'une certaine manière. Alors oui, dans la population, puisque plus l'œil va vieillir, plus on va avoir de possibilités d'être atteint d'une pathologie oculaire, tout comme le corps en général, hein. Bien sûr. Plus on va prendre de l'âge et malheureusement, plus on va avoir la possibilité de développer des pathologies quelconques. Aujourd'hui, oui, plus on va, les cas les plus fréquents vont être sur des personnes plus âgées. Par contre, ça ne veut rien dire. Je vois aussi des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont aussi Ouais. des pathologies de naissance, hein, voilà. Ce qui est important, et je rebondis sur ce que vous venez de dire dans votre commentaire il y a quelques instants, c'est que deux pathologies identiques peuvent avoir des besoins différents.
Et deux pathologies identiques peuvent être identifiées d'une manière différente. Je vais prendre le cas d'une pathologie où on va avoir des taches rétiniennes. D'accord? Si les taches ne sont pas passées au même endroit sur la rétine, bien en fait, l'adaptation ne va pas être la même. Si vous avez des Mm. taches plus Je comprends, centrales, oui, par exemple, oui, oui. Si c'est en périphérie de l'œil ou que ce soit au centre, c'est forcément pas la même chose, quoi. alors ça peut être gênant dans les deux cas, qu'on soit bien Oui, d'accord, bien hein, sûr, je ne bien sûr. minimise Oui, en oui, aucun oui, cas d'accord. la pathologie. Par contre, effectivement, quelqu'un qui va avoir une atteinte plus centrale de la rétine, c'est là où on vous regarde. C'est-à-dire que là, quand je suis en train de vous regarder, je suis pile poil sur ce qu'on appelle la macula. Ça va parler peut-être à des gens, puisqu'on connaît tous la... Pas moi, en tout cas. Voilà. Alors, bah, je vais le définir. Allez-y. Le centre de la rétine, c'est un peu comme une carte. Moi, j'identifie comme une carte. Ouais. Et le centre de la rétine, ce serait le centre de la carte, un peu comme si on avait une map monde et qu'on disait que la France, c'est la macula. Ah, voilà. Alors, la France, chez nous, hein, évidemment, Bien dans d'autres sûr. pays, ce serait pas dessiné de la même façon. Mais en tout cas, si on a une tache dessus, ben, on voit plus la France. Eh bien, en gros, si j'ai une tache sur ma macula, je ne vous vois plus. Je verrai plus votre visage. Je vais voir Quentin à ma gauche, je vais le discerner. Je Voilà. comprends ce que vous voulez dire. Mais je vais avoir des difficultés, alors j'arriverai à me déplacer, je vais avoir des possibilités dans mon champ de vision, mais je vais être très handicapé parce que la vision centrale va m'empêcher, par exemple, de voir des morceaux de mots à l'intérieur. Si les tâches sont plus excentrées, je vais déjà pouvoir voir les visages d'une manière plus facile. Par contre, je vais peut-être me cogner, je vais peut-être avoir des difficultés sur certains documents, rater des lignes, sauter des cases sur les tableaux Excel. Donc on ne va pas intervenir toujours de la même façon, même sur deux pathologies identiques. Quoique généralement, une pathologie où on a une vision centrale atteinte n'est pas la même qu'une pathologie où on a la vision périphérique atteinte, évidemment. Hein. Voilà. Mais en tout Ok. cas, on va identifier les cas comme ça et on va travailler différemment, ne serait-ce que par la taille aussi de la tache rétinienne, par exemple, qu'on appelle un scotome. Ok, bah du coup, toi, Quentin, je sais pas si tu as déjà rencontré des cas comme ça sur la basse vision, mais justement, du coup, à quel moment tu te dis, là, le cas est assez complexe, il faut vraiment que j'aille voir, écouter, voir, comment ça se passe, hein. C'est une excellente question. Excellente question. Il y a toujours des moments où on se pose la question, tout ça. Et généralement, ce qui va décider, parce que on va arriver sur une situation souvent qui est un peu brute. C'est-à-dire que on va avoir une personne qui va avoir une pathologie qui s'est récemment dégradée, mais par exemple qui nous dit ne pas avoir vu son ophtalmo depuis 1 an, par exemple, des choses comme ça. Mais aussi, on va être sur un poste de travail qu'on va aménager aussi différemment. Donc soit vraiment dès le début, on sait que ça va être la basse vision claire et nette, et puis finalement, on va venir, mais finalement, pour déjà faire signer la fiche de prescription, et parce que là, on sait qu'effectivement, ça va être dans ce cas-là qu'il va y avoir intervention, soit parce qu'on essaye, hein, on essaye aussi, hein, de gagner en compétences, de voir aussi si on peut pas, voilà, aider la personne avec des aménagements simples. On va lui dire, écoutez, on fait ça, on essaie de juxtaposer un certain nombre d'actions qu'on peut faire déjà entre nous. Vous revoyez votre ophtalmo, vous voyez ce qu'il vous dit. En parallèle, on va vous mettre on va essayer de vous faire des réglages sur ordinateur, hein, des choses qui sont très faciles d'accès sur Windows, par exemple, de nos jours. Oui. On va aussi demander à un fournisseur de vous faire venir peut-être un bras articulé qui va vous permettre de rapprocher un petit peu l'écran. Et puis après, on fait un point. Voilà. Et puis à ce moment-là, soit la personne nous dit ah, franchement, non, c'est bon, nickel. Là, du coup, parfait, hein, mission réussie. Mais à ce moment-là aussi, ça peut être justement le moment de dire ah, j'ai testé tel réglage, mais sur le logiciel interne, ça marche pas. J'ai essayé telle chose, mais ça marche pas. Mon ophtalmo me dit que c'est bloqué à tel endroit. Et voilà. Et là, quelque part, on aura un cahier des charges très précis à dire au prestataire en lui disant voilà, on a déjà identifié les points bloquants. Après, voilà, vous pouvez. Enfin, je vous laisse quand même re-questionner la situation dans sa globalité, parce que on a besoin de vous pour ça aussi, hein. Ok. C'est sûr. Du coup, là, ce que tu dis sur la basse vision, sur la vision tout court, ça peut aussi s'appliquer donc à n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire n'importe quel handicap, c'est-à-dire que c'est le même cheminement, c'est que tu as les mêmes allers-retours avec la personne. Et puis après, tu vas voir effectivement le professionnel, le spécialiste en fonction du handicap, quoi. Généralement, voilà, on n'a pas beaucoup de formation médicale. On ne sait pas forcément, voilà, quelle est la pathologie, comment ça marche. C'est ce que la personne va nous dire, ce que le médecin du travail potentiellement va nous dire, qui vont nous orienter sur les types d'aménagement. Et ensuite, c'est beaucoup des essais, hein, Bien sûr. c'est beaucoup des essais. Voilà, C'est un peu empirique, tu veux dire. Oui, oui, non, mais clairement, des fois la personne me dit, attendez, j'arrive pas à voir ici. Je dis, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de luminosité? Est-ce que c'est parce que vous préférez noir sur fond blanc, fond blanc enfin, écriture blanc sur noir, enfin, bref. Bien sûr. Bref. Et là, du coup, la personne pourra peut-être nous dire, non, je ne sais pas.
Puis là, on essaye avec elle. Et puis là, du coup, on peut avoir potentiellement des indications. Des fois, effectivement, hein, c'est un peu du bricolage, mais des fois, ça suffit déjà à au moins soulager la personne à court terme. Ok. Ouais. Alors, je vois qu'il y a Captain Garen qui nous dit sur le chat qu'il a déjà des dispositifs pour compenser sa basse vision, Zoomax et Orcam. Il en parlera vendredi d'ailleurs. Je pense qu'il va nous faire une petite vidéo de présentation de ces outils et qui connaît déjà bien les magasins Écoutez Voir parce qu'il y en a un près de chez lui. Donc voilà, merci pour ton témoignage. Ouais, allez-y, ouais. Merci. Merci Captain Garen hein, pour les petits mots. Donc effectivement, les dispositifs dont nous parle Captain Garen sont assez connus. Hein. Donc Orcam, c'est comme ça, on peut en parler un petit peu avant qu'il le montre. C'est un outil assez sympa, assez révolutionnaire puisque c'est la forme d'un stylo qui permet de prendre en fait en photo un document écrit d'une manière informatique. Hein, ça marche encore pas très bien sur les documents écrits à la main. D'accord. Et en fait, ça va vous le relire directement dans une oreillette Ah oui, qu'on d'accord. peut mettre en Bluetooth ou qu'on peut voilà. En plus maintenant on a un système vocal. Donc qui s'appelle- ça lit comme ça, quoi. Non, vous prenez le stylo, vous mettez votre feuille, vous mettez le stylo à bonne distance comme si c'était un œil. Ouais. Vous appuyez sur un bouton, il prend une photo. Ah, il prend Il prend une d'accord. photo, vous reposez votre stylo et là à ce moment-là, vous avez tout dans les oreillettes. D'accord. Ah ouais. Et après, on peut lui parler pour sélectionner des parties. L'Orcam est un bel outil. Alors, il y en a plusieurs hein, qui existent. Il y a celui-ci, il y en a un qu'on peut relier et faire une fonction de tel agrandisseur. Il y en a un qu'on peut mettre directement clipsé sur la lunette. Donc, ils ont tous des appellations différentes, mais c'est un outil assez sympa. Deuxième chose, ZoomMax, je pense qu'on parle de la loupe électronique parce que il y a un logiciel comme ça qui est plus Zoom Text et ZoomMax c'est la Snow HD je pense qui permet d'avoir tout simplement un grossissement sur un petit écran en direct. Ouais. Et je rebondis sur une dernière chose, donc merci pour la connaissance des magasins Écoutez Voir, c'est super gentil, on va faire un petit peu de communication. Alors n'oubliez pas également, je me permets que moi mon service c'est le service accès. C'est bien ce service-là, donc on est en parallèle avec les magasins Écoutez Voir, c'est la même entreprise. Par contre, le service accès nous permet d'aller à domicile aussi, faire essayer du matériel, et ça c'est important de le savoir, Ouais, oui. parce que les personnes qui sont malvoyantes ne peuvent pas forcément se déplacer. Alors évidemment, nos magasins Écoutez Voir sont toujours en soutien derrière, hein, quand on a des besoins, quand on a besoin aussi de faire une paire de lunettes spécifiques, etc. Mais nous, on va aussi pouvoir se déplacer en plus, donc apporter ce service en plus en parallèle à nos magasins, pour aller voir les personnes à domicile et en entreprise et tester le matériel à domicile. Pourquoi ? Tester un matériel à domicile, ça change énormément de choses. La luminosité n'est pas la même que dans un magasin. Les teintes des Ouais. murs ne sont pas les mêmes. Si on a des Ouais. murs blancs, des éclairages très Il faut puissants, vraiment être dans le milieu où on va travailler, où on doit être, quoi. il n'y a rien à voir entre le domicile et les essais en magasin. Ou alors, il faut prêter le matériel dans les magasins Bien sûr. pour qu'on puisse Ouais, aller ouais. essayer à domicile. Mais ça nous permet tout simplement aussi de faire une expertise complète et des mesures dans les logements et faire des conseils aussi au niveau de l'éclairage des logements. Et ça, c'est très important dans la vision. Si vous travaillez sur un éclairage, vous travaillez sur le diamètre de la pupille. D'accord ? Un œil, ça marche comme un appareil photo. Si on ne maîtrise pas bien, par exemple, l'éclairage autour de nous et qu'on ne maîtrise pas bien le diamètre pupillaire, ce qu'on appelle la focale, donc la zone de netteté sur la rétine, n'est pas la bonne. Et tout ça, en fait, c'est important de faire des expertises à domicile pour pouvoir développer certaines mesures. C'en est une parmi tant d'autres dont je vous parle, hein, mais Bien sûr. normalement, une expertise de basse vision, quand on le fait, que ce soit en entreprise ou pour du particulier, c'est juste plus long en entreprise parce que les pièces sont plus grosses, on a plus de choses à visiter, on a Mais des... surtout si en plus il y a un open space ou des choses comme ça. Exactement, c'est très juste. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que à domicile, on va aussi pouvoir faire des mesures et c'est super important de faire l'ensemble de l'expertise. Et une expertise, c'est minimum 1 heure à 1 heure et demie en global. Ouais, donc Captain Garen nous confirme, il a bien la loupe électronique qui ressemble à une tablette. Super. Donc c'était bien la ZoomMax Snow HD, donc je pense que c'est celle-ci. Et Merci. justement, qu'est-ce que vous auriez comme conseil, par exemple, pour des conseils tout simples, peut-être pas forcément par rapport à la basse vision, mais en tout cas pour tout à chacun à ne pas dégrader sa vision. Parce qu'il y a sûrement des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques à éviter. Alors j'ai envie de dire, c'est une très bonne remarque parce que là on parle de basse vision depuis tout à l'heure, mais il y a aussi la prévention à la basse vision. Bah oui. Et moi j'interviens pas qu'en cas de basse vision, j'interviens aussi dans les entreprises. Des fois quand on me dit mais écoutez voilà j'ai encore eu un message hier d'un ergonome qui me demandait effectivement j'ai besoin d'un conseil au niveau de la luminosité parce qu'on avait des éclairages qui étaient très puissants Ouais. et voir effectivement où on pouvait aller. Alors j'ai pas réponse à tout, mais on peut d'abord travailler sur la prévention. L'idée elle n'est pas d'aller chercher la pathologie pour pouvoir équiper les postes de travail. Bien évidemment, quand on a la pathologie, il faut y penser tout de suite. Mais on peut aussi aider dans plusieurs cas. Ça peut être tout simplement la position d'un écran d'ordinateur, par exemple. Ouais.
prenons, bon, on pourra en parler des heures, hein, mais Là, par exemple, il est trop bas, par exemple. évidemment. Alors là, on est sur un écran en plus d'ordinateur portable, donc Ouais. ce serait pas fait pour une utilisation très longue. Voilà, on peut l'utiliser d'une manière plutôt mince. ponctuelle. Là, c'est bien parce qu'on décroche, on parle, voilà. Après, sur certains appareils comme celui-ci, on a un écran aussi qui est brillant. Donc quand c'est brillant, il va y avoir des reflets. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut penser. Mais un écran d'ordinateur, normalement, on met le haut de l'écran au niveau de la ligne des yeux quand on est bien assis ergonomiquement. Donc moi, je travaille toujours en collaboration avec les ergonomes, hein, parce que c'est pas ma spécialité, l'ergonomie corporelle, pour que, une fois que la personne est bien assise sur son siège, qu'il a été préconisé, qu'on a un bureau qui est adapté. Alors moi, je vais préconiser par exemple les teintes de bureau par rapport à la vision, ou alors le côté mat du bureau, ça je peux le faire. Par contre, une fois que tout est bien installé, on va dire, bah voilà, le haut de l'écran d'ordinateur au niveau de la ligne des yeux, ou si on porte un verre progressif, et là, il y a beaucoup de gens qui devraient se reconnaître dans le verre progressif, puisque la presbytie, c'est à peu près à 45 ans qu'elle Ouais, commence. j'ai des lunettes depuis l'année dernière. Merci pour ce témoignage. Et du coup, il faut faire attention parce que finalement, à hauteur des yeux, un écran d'ordinateur, si j'utilise plus le milieu et le bas de mon verre dans le verre progressif où sont les visions de près et intermédiaires, alors intermédiaire c'est un terme générique pour dire une partie des visions du verre progressif, on va avoir tendance soit à lever la tête vers l'arrière pour aller chercher le bas de son verre et puis essayer d'aller chercher les visions de près, les visions intermédiaires dans le verre. Donc en gros, si je règle trop mon écran ou alors à la ligne des yeux, des fois, si on commence à avoir un verre qui est plus très adapté, on va avoir tendance à casser les cervicales. Donc la position sera plus la bonne. Vous voyez, il y a quand même un lien très étroit entre l'ergonomie dite corporelle et l'ergonomie visuelle. Donc ça, c'est un conseil. Hauteur des yeux, ou légèrement plus bas si on n'est plus très bien dans son verre progressif. Et il faut faire attention aussi, par exemple, aux porteurs de lentilles de contact. Ou même quand on n'est pas porteur de lentilles de contact, si j'ai pas de verre progressif, je mets mon écran trop haut, en fait là, je ne vais pas forcément lever la tête, mais je vais ouvrir ce qu'on appelle la fente palpébrale, c'est-à-dire l'ouverture de l'œil, d'accord? Les paupières vont se lever, et en fait, on va avoir une rupture du film lacrymal qui va être plus rapide. Donc, en gros, si on positionne mal son écran, je vais avoir des sécheresses oculaires qui vont être possiblement plus Je importantes. comprends. Ouais. Voilà, c'est des petites explications. Pourquoi Oui, c'est intéressant. Pourquoi on est si attentif, par exemple, à une position d'écran Pas d'autres, ouais. Voilà. On se pose pas forcément les bonnes questions des fois. Alors, on va intervenir différemment pour les positions, évidemment, avec la basse vision, puisque si la règle dit longueur de bras pour la position d'un écran entre 70-80 cm, enfin voilà, il y a plusieurs règles ergonomiques par rapport à la distance de l'écran. En basse vision, on va peut-être être obligé de les rapprocher en fonction des situations. Voilà, on va avoir des besoins qui vont être peut-être un peu différents. Bras ergo. D'avoir des bras comme ça. Mon adaptation prend en compte aussi les bras ergonomiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, dans certaines situations, on va avoir besoin d'avancer et d'écarter. Donc les réglages du bras ergonomique vont être différents puisqu'il va falloir les laisser souples. Bien sûr. Voilà, un petit conseil aussi au niveau des lumières, normalement. Quand on est dans un bureau, si je prends l'exemple de cette pièce où on a des dalles, vous savez, directes au-dessus de nous, je ne sais pas si elles sont visibles à la caméra. Voilà, on va avoir des dalles directes au-dessus. Alors, c'est pas interdit, mais déjà, il vaut mieux avoir des diffuseurs dessus pour pouvoir respecter un peu. Les diffuseurs, c'est-à-dire pour régler la luminosité? Alors ça, c'est plutôt un gradateur, un variateur, si vous voulez. Un diffuseur, en fait, ça va être quelque chose qui va permettre de diffuser la lumière d'une manière plus large. Homogène. Évitons, je fais mes gestes en même temps, évitons les puits de lumière directs où en fait je vais avoir une zone d'ombre à droite et une belle zone bien lumineuse au centre. C'est ça qu'on a rajouté des éclairages, ça ne se voit pas la caméra non plus, mais on a des petits projecteurs pour justement essayer d'uniformiser la lumière. Tout à fait. Et en fait, si on regarde l'éclairage qu'il y a devant vous, alors effectivement, il n'est pas non plus visible à la caméra, mais il a un diffuseur dessus. Voilà, ça c'est un diffuseur. Ouais, je comprends. Alors après, les diffuseurs, il y en a des tonnes qui existent, c'est pour ça qu'on fait appel à nous. Et là, on va les conseiller, je ne pourrais pas non plus tous vous les citer aujourd'hui, mais les diffuseurs vont avoir une grosse importance, vraiment grosse importance dans l'équipement, et on ne se met jamais, en tout cas, face à une lumière de dos ou une lumière au-dessus. En gros, il faudrait être entre les deux pour respecter l'ergonomie visuelle, mais c'est évident dans les entreprises où on a déjà des lumières partout, où tout est déjà réglé. On peut aller voir mon bureau après pour... Bien sûr, avec plaisir. Et en tout cas, là où on va pouvoir rebondir, c'est qu'en basse vision, on va souvent travailler sur les éclairages indirects. Plutôt éclairer vers un plafond, plutôt qu'éclairer vers le bas. Et on va adapter après les luminaires en fonction des besoins. Mais même quelqu'un qui n'a pas de basse vision, on pourrait l'équiper avec ce type de luminaire pour que ce soit mieux. Ouais, tu vois, pour la prévention, comme vous disiez. Tout à fait. Ouais. Donc la prévention, elle va être importante. Et peut-être un petit dernier conseil, parce que j'essaie de faire passer des informations, je me permets, je suis bavard. En fait, quand on est devant un écran d'ordinateur et
pareil, on est devenu presbyte, on a un verre progressif, d'accord? Il y a d'autres types de verres qui existent. Et c'est important de dialoguer avec son opticien quand on va faire son choix de lunettes. Et là, je vais vous faire un peu de prévention, mais en direct avec l'ensemble des professionnels de santé qui connaissent bien leur travail et qui vont pouvoir vous préconiser des verres spécifiques pour les écrans d'ordinateur, qu'on appelle par exemple des verres à profondeur de champ. À la place d'avoir une vision de loin, une vision intermédiaire et une vision de près, vous allez pouvoir avoir tout le haut de votre verre en vision intermédiaire et le bas de votre verre en vision de près. Ce qui fait que toute la journée, sur un poste de travail, un écran d'ordinateur, on va avoir des champs de vision beaucoup plus larges et beaucoup plus faciles à utiliser que quand on porte un verre progressif. Et ça, c'est important d'en parler. On parle beaucoup des écrans d'ordinateur maintenant parce qu'on a entendu parler de la lumière bleue, on a entendu parler Oui. de ces choses-là. Et les smartphones aussi. Et les smartphones, voilà. On parle souvent de ça, mais l'adaptation globale, visuelle, quand on travaille avec son opticien, ça peut être d'autres choses. Je suis chauffeur routier, on ne parle plus d'écran d'ordinateur, et en fait, ma cabine est plus haute. Alors, là, je regarde la route de plus haut. Si j'ai un verre progressif qui est centré comme monsieur et madame tout le monde, eh bien, en fait, je vais regarder légèrement vers le bas dans mon verre, et si je regarde légèrement vers le bas, je vais être limite en vision intermédiaire. Donc, votre opticien, lui, vous pose toujours la question, qu'est-ce que vous faites comme métier? En fait, c'est pas pour rentrer dans votre vie, mais c'est tout simplement pour pouvoir adapter son verre progressif en fonction de ça. Et n'hésitez pas à dialoguer avec votre opticien quand vous faites un choix de lunettes. Et ça, c'est super important. Ok, bon, bah, c'était intéressant. Justement, donc, Quentin, il n'y a pas que la vision et la bureautique qui entrent en jeu, il y a aussi d'autres fournisseurs avec lesquels on travaille, donc notamment Liftop et Ergo Santé. Alors, comment est-ce que tu travailles avec eux? Est-ce que c'est un peu la même chose qu'avec Ergo Conseil ou avec Écoutez Voir en gros, ma question pour être simple, c'est est-ce que tu travailles de la même manière avec tous les fournisseurs? Et est-ce que tu peux aussi, du coup, nous introduire Liftop et Ergo Santé? Dans le rapport aux fournisseurs, on va dire que il y a un peu toujours le même schéma qui se répète, c'est-à-dire qu'effectivement, on va sur place, on fait un diagnostic, et puis après, on essaye de faciliter la vie au fournisseur, c'est-à-dire de lui donner un cahier des charges qui est précis en fonction en fonction de ce qu'on a observé. On va dire peut-être entre ces différents types de fournisseurs, peut-être le critère le plus changeant, bah, c'est forcément, on va dire, bah, le marché qui existe et puis finalement, in fine, la proximité des fournisseurs. C'est-à-dire que bah, dans le champ du handicap, hein, les aménagements de postes bureautiques, c'est peut-être facile, voilà, des postes bureautiques par rapport à une pathologie motrice, c'est peut-être vite la moitié des aménagements qu'on fait. C'est pour ça qu'on a finalement beaucoup de fournisseurs qui sont en Moselle et voilà, qui sont capables de tous se déplacer C'est finalement bien. très vite, du jour au lendemain, ou quasiment pour adapter le poste. Avec d'autres, bah, finalement, c'est même un peu la même problématique et quand on le voit, mais ça peut être aussi la même problématique avec Liftop. Bah, en fait, c'est des fournisseurs qui viennent de très loin. Donc, Ouais. c'est Vous venez plus... des Vosges, là, par exemple. Je viens d'Épinal, effectivement. Ouais. C'est ça. Et Liftop, je crois que bon, alors, Il est alors, itinérant. oui, itinérant, effectivement, mais de fait, ils sont plus loin. Et ce qui fait que quand il faut parler de mettre en essai des matériels, bah, c'est quelque chose qui est quand même plus compliqué. C'est-à-dire que il peut pas venir, bah, parfois il peut pas promettre d'être là dans les 2 mois qui suivent l'intervention. Mais du coup, c'est d'autant plus important. De préciser le cahier des charges. C'est-à-dire que avec les personnes qui font des aménagements bureautiques, on peut leur dire, allez, viens demain essayer un peu quelque part n'importe lequel de tes sièges, parce que je suis pas très sûr. Si jamais ça marche pas, j'ai envie de dire, on peut toujours revenir le surlendemain. Mais par contre, voilà, quelqu'un qui fait du matériel de manutention, bah, c'est forcément plus, bah voilà, on a plutôt intérêt à être très précis, c'est-à-dire on va sur place, on relève les différentes dimensions, on essaie de voir, bah voilà, on dit, bah ouais, il y a des endroits où ça passe pas, c'est combien, c'est quelle dimension, on commence à peser les cartons, on fait des choses, hein, des fois, voilà, Ouais. on est obligé de mesurer dans le détail pour finalement être le plus précis possible quand on se retourne vers ce type de prestataire. On va dire que c'est peut-être vraiment ce qui change entre les différents types de prestataires, parce que c'est toujours le même mode opératoire, mais quand même, on a des facilités avec certains, moins avec d'autres, mais j'ai envie de dire, ce qui change
Vraiment pas, c'est voilà, la qualité des conseils qu'ils donnent, justement la capacité à faire des retours, la confiance en fait qui s'établit avec tous ces fournisseurs. Je pense que c'est ça enfin, voilà, Qui joue, ouais. qui fait que ça marche en fait, hein, même quand les situations sont un peu compliquées. En fait, cette relation avec le fournisseur, c'est de l'or, quoi. D'accord. Bon, moi, c'est cool. Moi, c'est pour ça qu'on a sélectionné parmi ceux qui étaient disponibles, hein, on aurait pu faire toute la journée en fait des émissions avec tous les fournisseurs avec lesquels Cap Emploi travaille, en tout cas Cap Emploi 57. Et parmi les personnes qui étaient disponibles, donc on a eu Liftop et Ergo Santé. D'ailleurs, justement, on va regarder ces vidéos immédiatement, en commençant par Liftop, et ça sera suivi donc d'une vidéo sur Ergo Santé. Alors, on revient tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Jérémy Lécrivain, je travaille pour l'entreprise Liftop. Liftop est une société française qui crée des solutions d'aide à la manutention adaptées à chaque situation. Nous travaillons avec Cap Emploi dans l'aménagement et le maintien de salariés à leur poste de travail. Nous travaillons aussi sur plusieurs secteurs d'activité, notamment l'industrie, le tertiaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme TMS et également notre gamme de tracteurs-pousseurs. Alors ceci est le TMS 55, c'est le premier modèle de la gamme TMS de chez Liftop. Nous avons plusieurs chariots, le modèle 55, 65, 85, 125, 205 et pour le plus gros le 285. On équipe tous les chariots avec des outils toujours adaptés à la charge, avec un plateau, un éperon pour des bobines, des fourches pour la prise de bac. Sur ce modèle, nous avons du coup un plateau avec des rouleaux pour aider au transfert de charge entre un rack, une étagère, une palette. Le rouleau, lui, va permettre de faire glisser la charge. Après, pour pouvoir avoir plusieurs utilisations avec un même chariot, on équipe d'un kit de changement rapide. Donc, assez simplement, on va pouvoir enlever du coup un premier outil pour venir mettre, par exemple, sur ce cas-là, un éperon pour des bobines. Et en quelques secondes, on va venir changer l'application du chariot et venir lui faire une nouvelle utilisation. Donc sur ce modèle, le TMS 55, nous avons 3 hauteurs de mât avec une levée de 1 m, 1 m 50 et 1 m 90. Les charges peuvent aller de 50 kg sur le modèle 55 à 200 kg sur le modèle 205. Tous nos chariots sont équipés de freins individuels ou d'une barre de frein centrale et d'un système de batterie. Ce modèle, du coup, c'est le plus léger, le plus compact que nous avons de notre gamme. Ceci est le tout nouveau chariot de chez Liftop avec en nouveauté, du coup, un déplacement électrifié qui va aider au démarrage. Donc on a 3 possibilités. On va avoir le chariot qui est freiné. Avec le frein central, on va avoir la position chariot en roue libre. Donc je le manipule exactement comme un chariot standard. Et après, on va avoir la roue qui va devenir électrique, qui va faire une aide au démarrage, avec un pupitre de commande, toujours avec l'ergo control, avec plusieurs positions, et marche avant, marche arrière, qui est dédié sur le chariot, et qui va nous permettre de pouvoir venir, sans effort, déplacer une charge. Avec une seule main, je suis capable de déplacer 200 kg tout en gardant en fait, la partie levée qu'on va avoir sur nos chariots. On a un système du coup d'anti-écrasement qui nous permet de venir tout de suite verrouiller l'arrêt automatique de la roue électrique. Ensuite, on a une marche avant qui est possible, une marche arrière en vitesse lente qui permet de contrôler toujours la charge et le déplacement. Le fait d'être sur 5 roues nous permet d'avoir un rayon de braquage qui est extrêmement intéressant et tout de suite très court. Et sur le même principe, levée électrique et déplacement électrique. Ce système est aussi équipé d'une télécommande pour régler la hauteur au poste de conduite et d'un arrêt d'urgence. Ceci est un tracteur-pousseur. Il va servir à déplacer tout ce qui sera sur base mobile
une charge où on va avoir des efforts de tirer et de pousser. Cela va nous permettre de diminuer l'effort en venant assister en assistance motorisée une charge. On va avoir des outils pareils avec toujours adaptés en fonction de la typologie de la charge client. Des batteries qui vont être amovibles, qui vont permettre de faire une utilisation continue de la charge. On est en batterie lithium sur toute notre gamme, avec batterie amovible, et en batterie au plomb sur la gamme en batterie fixe. On va avoir 2 vitesses de déplacement, une vitesse lièvre, une vitesse tortue, qu'on va pouvoir adapter à chaque utilisation. Un réglage de la position du timon, qui lui va nous permettre de venir s'adapter pareil à chaque opérateur, en fonction aussi de la nature de la hauteur de la charge. Un système d'anti-écrasement, qui protège l'opérateur d'une prise, d'un coincement contre un mur. Un système d'outils à serrage électrique qui va permettre de venir se connecter et de verrouiller au maximum la charge. On est capable d'utiliser ce système aussi en industrie agroalimentaire. On peut le disposer d'un système inox avec des roues grises non marquantes. Et ce système permet aussi d'être équipé d'une protection IP65 sur un de nos appareils pour un usage extérieur. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Donc on est une entreprise française, fabricant de sièges ergonomiques. On est basé dans le Gard au niveau du siège social et on intervient donc dans toute la France. Donc moi je suis Monsieur Chameroy, responsable sur la partie Grand Est, donc basé sur Metz. Donc on a des conseillers en aménagement de poste sur tout le Grand Est. Donc on s'occupe d'aménager des postes de travail pour les personnes en situation de handicap ou dans le cadre de la prévention des TMS. Donc le but c'est de venir compenser un handicap, notamment par exemple physique, donc en apportant des solutions techniques, notamment des sièges, des bureaux électriques et après tous les accessoires aussi du poste de travail, que ce soit souris, clavier, repose-pied ou porte-documents. Le siège est fabriqué dans le sud de la France, dans le Gard, en entreprise adaptée. Et donc il va être ergonomique dans le sens où on va pouvoir régler la profondeur de l'assise, en avant, en arrière, en fonction de la longueur des jambes. On va également pouvoir régler l'inclinaison du dossier, plus ou moins en avant, en arrière. On va pouvoir régler donc, classique la hauteur et également le système de bascule, c'est-à-dire que l'ensemble du siège va basculer. On va pouvoir régler la force de ce basculement avec cette grosse molette-là également. Les accoudoirs vont être réglables dans les 4 dimensions, donc en hauteur, on peut les écarter, les avancer et les incliner vers l'intérieur. On va également avoir un soutien lombaire, juste à ce niveau-là, qui va être gonflable avec une petite poire. Donc ça permet de gonfler en fait une poche, un soutien au niveau du dossier, pour que les agents soient bien calés au niveau du dos. La spécificité aussi de ce modèle-là, c'est que ça va être un modèle arthrodèse. Donc on va pouvoir rabattre un des côtés de l'assise. Donc là, ça va être par exemple pour les gens qui auront une sciatique ou un problème de genou, ça permet de détendre la jambe. Le dossier va également se régler au niveau de la hauteur. Et après, évidemment, sur tous nos sièges, il y a différentes tailles de dossiers, différentes tailles d'assises pour s'adapter aux morphologies. Bonjour, je m'appelle Mathias, je suis donc le responsable exosquelette sur l'Alsace et la Lorraine. Je m'occupe donc de toute la partie exosquelette, que ce soit pour le dos, pour les épaules, etc. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le modèle BAC. C'est tout simple, ça s'enfile comme un sac à dos. Peut-être juste pour commencer, la particularité de nos exosquelettes, c'est qu'ils sont passifs, donc il n'y a pas d'assistance électrique. C'est purement mécanique. C'est ce qui les rend hyper légers. Celui-là, il fait 1 kg. C'est facile à mettre. Vous le mettez en à peu près 30 secondes et vous l'enlevez en 20 secondes. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est donc l'exosquelette BAC, Apo BAC pour le dos. Donc il y a écrit Apo. Apo, ça veut dire harnais de posture. On a ce maintien donc au niveau des lombaires qui va maintenir la partie lombaire, qui va venir dès qu'on se penche en avant maintenir la partie lombaire. On a 2 bretelles avant pour maintenir au niveau du torse et 2 manchons au niveau des cuisses. Donc qui va permettre en fonction de la tension donnée, plus on serre, plus on desserre, venir vous soulager dès que vous vous penchez vers l'avant en termes de buste. Donc pour tout type de travail où vous penchez devant un établi par exemple, pour venir soulager le buste. La particularité de cet exosquelette, c'est qu'il est débrayable. On a un système de lock-unlock, tout simplement, qui permet une fois détendu, donc là il est activé, si je lève la petite bague, tac, il est plus désactivé. Il est désactivé. Donc je peux en fait le faire de chaque côté et après je peux venir m'asseoir tout simplement sur un siège sans enlever l'exosquelette, tout simplement. Pour le réactiver, on descend les tiges et c'est reparti. Et là, il est en fonction.
le but étant d'éviter d'enlever l'exosquelette. Donc on a aussi une fonction, on va dire, qui va aider au port de charge en maintenant le dos. Donc vous allez descendre, attraper la charge au niveau du sol et au niveau, quand vous allez remonter, tout simplement avec la charge en main, l'exosquelette va vous aider à remonter tout en maintenant la partie lombaire. Donc ça ne permet pas de soulever plus, ce n'est pas le but, mais plutôt de vous accompagner dans la pénibilité ou les charges au quotidien à porter. L'intérêt de l'exosquelette, il est avant tout en prévention. Donc la plupart du temps, ça se met avant d'avoir mal, mais il y a un côté aussi, on peut dire, on le met en curatif. Donc quand on a déjà mal, on peut venir soulager en fonction des tâches qu'on a à faire, que ce soit pour le dos ou pour les épaules. Une fois que vous voulez l'enlever, c'est tout simple. Vous enlevez justement, c'est qu'à le point d'accroche. Hop. Et là, vous l'enlevez comme un sac à dos. Donc voilà pour la présentation du ApoBac. Voilà, on est de retour maintenant pour terminer cette heure consacrée au maintien en emploi et je vois sur le chat Amélita qui sera là avec moi tout à l'heure à partir de 15h où je ferai une interview d'elle puisque c'est une ancienne bénéficiaire de Cap Emploi 57 et avec elle du coup en visio on pourra faire cette petite heure tous les deux. Et je vois aussi Super Sayana, alors j'adore ton pseudo, sache-le, qui nous dit à propos du reportage qu'on vient de voir, bonjour, vraiment très intéressant, le produit a l'air solide. Je confirme qu'il l'est, je ne l'ai pas essayé personnellement, mais j'ai vu des gens l'utiliser et c'est vrai, ça a l'air très solide et très efficace. Donc merci à toi pour ton commentaire. Et si tu as des questions d'ailleurs justement sur le maintien, c'est le moment, puisque là on se dirige donc tout doucement vers la fin de l'émission. Et justement pour conclure, c'est une question que j'aime bien poser, c'est quelle est la question que je n'ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre, Damien? Alors, je vais faire une double question. Ok. On a le droit, c'est bon? Oui. Ah, super. Déjà, c'est quelle est l'amplitude de possibilités d'adaptation, en fait? Et quand je parle d'amplitude, c'est jusqu'où on peut aller pour adapter une personne. Et moi, je vais répondre qu'on peut adapter normalement tout le monde. Que ce soit du conseil, comme on vient de le faire auparavant, voilà, pour monsieur et madame tout le monde, qui se dit bah, juste je veux me protéger, je veux faire de la prévention, on peut commencer par là. Les personnes qui sont malvoyantes ou des personnes qui ont des problèmes de vision, sans parler de la définition de la basse vision, donc jusqu'à là on avait répondu, mais on peut aller jusqu'à la cécité. Et ça c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a du matériel même pour les personnes qui sont en cas de cécité, qui sont aveugles, et je trouve ça super bien parce que les développeurs ont travaillé sur pas mal de choses, que ce soit pour les écrans d'ordinateur, il y a des personnes qui se déplace aussi vite que n'importe qui maintenant sur un PC. Et moi, je trouve ça super parce que on peut vraiment aider tout le monde. Et voilà, pour moi, ça me passionne, hein, ce métier me passionne. Et je trouve ça super qu'on puisse aider vraiment quasiment, j'ai envie de dire, 100% des cas. Et je trouvais ça important de faire passer comme message que quand on a un problème visuel, il ne faut pas hésiter à demander des aides à Cap Emploi. Et la deuxième question, je rebondis là-dessus, mais comment on peut nous joindre, nous, en tant que professionnels de santé, parce que c'est important. Donc, évidemment, le premier lien, là, aujourd'hui, ça va être par Cap Emploi, hein, tout simplement. Donc, par le chat, aujourd'hui, vous pouvez poser des questions, mais également, quand vous avez besoin, vous pouvez contacter Cap Emploi. Et eux, ils reviennent vers nous en fonction des spécialités de chacun. Donc, moi, ce sera la vision, évidemment. Et puis, dans le particulier, eh bien, en fait, on trouve nos coordonnées sur le site internet de l'UTML, hein, d'accord, donc qui est l'Union territoriale mutualiste Lorrain, ou par le biais de nos magasins, par exemple, où on peut demander mes coordonnées, assez facilement. Alors justement, j'ai Super Sayana qui dit si on n'est pas RQTH mais qu'on a des prescriptions, on peut avoir des aides du médecin du travail? Alors, je vais peut-être laisser répondre Quentin sur ça. Cette question, alors ça dépend ce qu'on appelle aide, hein. Une aide du médecin du travail, bien sûr, le médecin du travail est toujours là pour tous les salariés, pour faire tout ce qui est, pour vous aider à aménager organisationnellement votre poste, pour justement pour avoir des contre-indications qui vont vous aider dans votre dialogue avec votre employeur. Mais concrètement, là, on parle des aides qui sont débloquées par l'AGEFIP, voilà que nous, justement, on peut être amené à justement effectuer, et ça nécessite forcément donc un statut BOETH. Donc, je fais exprès de ne pas dire RQTH, parce qu'effectivement, on peut être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sans être RQTH. En vrai, le RQTH, c'est le statut à 90% qui existe,
Mais par exemple, si vous avez voilà, une maladie professionnelle, un accident du travail, une pension d'invalidité ou d'autres statuts de ce type-là, voilà, nous, effectivement, on peut aider à débloquer des financements. Mais comme je vous dis, hein, voilà, voilà, si effectivement, pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas prêt à faire votre RQTH, hein, le médecin du travail reste quand même votre interlocuteur pour vous aider à adapter votre situation. Ok, bah j'espère que Super Sayana, cette réponse te conviendra. Et il y a Johanna Cap Emploi qui surenchérit en disant pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement Cap Emploi maintien en emploi, il faut être dans les démarches pour se faire reconnaître via une RQTH, une reconnaissance de qualité de travail handicapé. Cela sera nécessaire pour obtenir une aide financière de l'AGEFIP. Une visite médicale chez le médecin du travail est recommandée. Et d'ailleurs, justement, donc je le rappelle, les aides de l'AGEFIP, c'est demain. On recevra donc une responsable de l'AGEFIP du Grand Est à partir de 10h sur la chaîne. Et vous pourrez du coup poser des questions. Et même vous aussi, d'ailleurs, les chargés de mission, vous pourrez lui poser des questions sur le chat si vous le souhaitez. Donc voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu as quelque chose à rajouter, Quentin ? Peut-être effectivement, parce que du coup je me suis projeté dans la question que tu m'as pas posée. Mais ça reboucle en fait la question de l'aide AGEFIP aux aménagements visuels. Alors c'est quelque chose, bon, c'est très important de le dire parce que justement, bon, mine de rien, financièrement c'est le nerf de la guerre. Hein, quand vous allez parler à votre employeur d'aménagement technique, il va vous demander probablement combien ça va me coûter. C'est très facile de faire financer des fois jusqu'à 90% les aménagements visuels. Voilà, surtout qu'en plus certains peuvent être plutôt coûteux. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité qui est offerte par la GFIP. J'en profite parce que je pense pas que vous allez entrer dans ce type de détails demain. Voilà, donc la GFIP nous permet vraiment de faire des super aménagements et améliorer vraiment la situation des gens aussi grâce à ça, grâce à ces financements. Ok, bon bah merci beaucoup Damien, merci beaucoup Quentin, on va s'arrêter là. On va se faire une petite pause, nous, alors ne quittez pas parce qu'on va faire une petite pause de quelques minutes et on revient avec Amélita. Donc 10 minutes plutôt. Voilà, alors on me dit 10 minutes plutôt. Donc on va faire une petite pause et avant ça, donc on va vous projeter, donc vous diffuser un petit cas d'école de maintien qui a été réalisé par la société Veolia. Alors c'est pas nécessairement en Moselle, je me souviens plus exactement. C'est Veolia qui nous a envoyé ça. Le reportage était vraiment très bien et très parlant là-dessus. Et il y a Ambre Cap Emploi qui nous dit merci, c'était super intéressant. Merci à toi Ambre d'avoir regardé. D'ailleurs, c'est toi qui vas t'occuper du chat à partir de maintenant. Donc, on va se laisser quelques minutes avec le reportage de Veolia et peut-être on remettra le compte à rebours de 5 minutes, mais vous inquiétez pas, c'est normal. On revient tout de suite après avec Amélita et je vous dis donc à tout de suite. Suite à une première opération des cervicales en 2013, j'ai été en poste aménagé. La direction Veolia m'a proposé un poste de chercheur de fuite. Après étude du poste, qui a été validé par la médecine du travail, j'ai accepté. Et l'ergonome a préconisé un camion où je puisse me tenir debout. Et avec une partie bureau sur le côté, sur la porte latérale, et côté matériel sur les portes arrière. Ce qui me permet un grand soulagement au niveau de la colonne vertébrale, je n'ai plus à me pencher. On m'a préconisé un appôt, ça va être vraiment pour soulever mes valises d'appareil, ce qui me permet de plus du tout sentir de douleur en fin de journée. Bonjour, donc nous sommes à la station d'épuration de Sarreguemines. Nous allons voir les différents aménagements de poste qui ont été réalisés pour mon collègue Eric, électromécanicien sur la station. Ces dernières années, suite à mes problèmes de santé, des démarches ont été réalisées pour obtenir une RQTH. Un ergonome est venu pour faire une étude de mon poste de travail. Suite à cet entretien et à cette visite, différents postes ont été aménagés. Les différents matériels que nous avons reçus à la STEP, le gerbeur électrique, un diable électrique ou chèvre, ainsi qu'un monte-charge électrique qui est très utile ici à la STEP, étant donné que pour accéder à chaque étage, il y a énormément d'escaliers. Alors les changements, c'est la facilité, la sécurité, surtout pour mon mal de dos. Avant, c'était impossible de monter une charge sur les différents étages. Aujourd'hui, c'est vraiment très facile.
La première chose a été que Jean exprimait clairement l'envie de reprendre le travail et même le besoin de retrouver du lien et de l'activité avec ses collègues à la suite d'un arrêt longue maladie. Il a fallu définir avec le médecin du travail quelles étaient les possibilités et les limites dans l'exercice des fonctions de Jean. Une fois les restrictions clairement établies, c'est ainsi qu'on a pu voir quel matériel pouvait être disponible pour Jean, quelle formation devait être suivie, et c'est comme ça qu'on a pu le faire reprendre sur un poste qui était adapté. Nos besoins se sont exprimés du coup sur 2 points. La recherche de fuites sur lesquelles nous devions impérativement renforcer encore nos équipes et également faire des levées topographiques lors de la pose des réseaux. Voici la canne GPS pour faire les relevés des réseaux, eau potable et assainissement, et qui respecte le poids parce que c'est léger. En me levant le matin en sachant que j'ai quelque chose à faire, ça change tout. On m'a aménagé mon camion suite à la coiffe en rupture. Avec Christophe, on a souhaité lui mettre à disposition un certain nombre d'équipements, de matériel qui puissent être compatibles avec les préconisations d'un ergonome qu'on avait fait venir pour étudier son poste. Le lève-plaque pour lever les plaques pour que ça soit moins dur. La clé de barrage pour couder pour éviter de lever les épaules. La rampe aussi pour monter les matériels. Et suite à ça, ça va mieux. Je conseille vivement chaque personne qui a des problèmes de santé à entamer cette démarche. Moi, j'étais le premier qui était contre. Et aujourd'hui, je dis merci pour tout ce matériel qu'on a acquis. Ne pas avoir peur de demander. Surtout qu'ils n'hésitent pas surtout à le faire parce que c'est vraiment très important. On trouve toujours des solutions, il y a des ergonomes, il y a la médecine du travail, il y a plein de solutions mises à notre disposition au sein de Veolia. Lorsque vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos tâches au travail suite à des problèmes de santé, n'hésitez pas à en parler à votre responsable, votre RRH ou le médecin du travail, voire le correspondant handicap. Des actions peuvent être menées. Nous pouvons donc ainsi aménager techniquement votre poste de travail. Le regard des autres ne devrait jamais être un handicap à l'évolution professionnelle. On peut tous agir contre la discrimination au travail.